Étienne, tu représentes le Conseil citoyen de la monnaie, donc c'est un organe créé par le gouv pour réfléchir en profondeur aux questions monétaires. Et Raoul, qui va se reconnecter très bientôt, est ministre de la Transition démocratique. C'est très, évidemment, un sujet extrêmement important, dont on a beaucoup parlé dans les Gilets jaunes et dans les consultations citoyennes comme celle du vrai débat, et dans tous les mouvements sociaux récents. Vous avez chacun une équipe fournie de spécialistes, et si les autres ici font de la recherche appliquée, vous faites un petit peu de la recherche fondamentale. Vous n'êtes pas vraiment soumis à l'actualité. Alors Étienne, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es professeur de droit et d'économie. Tu t'es fait connaître dans la campagne très efficace que tu as menée contre le projet de constitution européenne en 2005. Tu as ouvert les yeux de beaucoup de Français, principalement sur 3 domaines: les institutions européennes, les mécanismes de la monnaie et bien sûr la démocratie réelle via la promotion des ateliers constituants, puisque tu vises à impliquer un maximum de Français dans le processus d'écriture de notre Constitution. Tu es l'auteur de livres qui s'appellent par exemple « Cause commune » ou « Écrire nous-mêmes la Constitution ». Tu donnes bien évidemment un coup de main à Raoul dans le domaine de la démocratie, puisque tu connais très bien ce domaine, mais à notre demande, tu animes le Conseil citoyen de la monnaie, qui s'apprête à proposer au public un premier dossier sur la souveraineté monétaire. Tu vas nous en parler, mais alors pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers du sujet, qu'est-ce que la souveraineté monétaire ? Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par la souveraineté monétaire. La souveraineté, je sais pas, vous m'entendez bien ? Oui. Très bien. La souveraineté, c'est le fait de décider. Le souverain, c'est celui qui décide. La souveraineté monétaire, c'est le pouvoir de décider qui crée la monnaie, comment elle circule, quel est son prix, quels sont les taux d'intérêt, comment on la détruit, comment on régule la masse monétaire et comment on gère finalement cet objet fondamentalement commun. Il était question au départ de créer un ministère de la monnaie. Les réflexions faites, c'est sûrement trop dangereux de donner à l'exécutif. Si c'est un ministère, c'est qu'il fait partie de l'exécutif. Et c'est trop dangereux de donner ce pouvoir essentiel de la monnaie à l'exécutif. Un petit peu comme donner le pouvoir, créer un ministère de la justice, donne à l'exécutif un trop grand pouvoir sur la justice, qui devrait être indépendante de l'exécutif. De la même manière, la monnaie devrait être mise hors de portée de l'exécutif et plutôt sous une autorité indépendante et sous un contrôle citoyen strict. C'est un bien commun qui ne doit pas appartenir ou devenir la propriété, bien sûr, d'une bande de privilégiés privés comme aujourd'hui, mais pas non plus d'une bande de techniciens publics qui s'arrogeraient le droit de décider ce qui est bon ou pas bon pour le bien commun. Donc, l'idée de créer un conseil citoyen plutôt qu'un ministère insiste sur le fait que l'activité de notre groupe ne se place pas dans le cadre d'un exécutif ou sous l'autorité d'un exécutif. Alors, en parlant de souveraineté monétaire, je reparlerai des enjeux peut-être, mais il faut d'abord souligner que il s'agit dans ce groupe de rendre le contrôle de la monnaie aux citoyens. Le premier dossier sur lequel on a commencé à travailler est celui de l'histoire de la monnaie, et cette histoire nous montre comment les peuples ont été progressivement depuis 300 ans dépossédés de la gestion de la création monétaire, et par les banquiers privés, et comment il est question de récupérer ce pouvoir de création monétaire. Et il nous semble que c'est un travail d'éducation populaire qui va permettre cette récupération de la souveraineté monétaire, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, ni législatifs, ni légaux, ni constitutionnels, de procéder à ce retournement de situation. Il faudrait que nous ayons le peuple avec nous, il faudrait que les citoyens soient conscients et exigeants sur le plan de la monnaie. On en est loin, puisque l'information en matière économique, et particulièrement monétaire, est pratiquée en dépit du bon sens. Les banquiers privés et les grands industriels ont
ont pris le contrôle du pays depuis 1789 et ils en ont géré l'éducation en faisant de l'économie une science, ce qu'elle n'est pas. L'économie est une série de savoirs qui sont politiques et de décisions qui sont politiques, qui doivent être discutées. Et en faisant de l'économie une science, les économistes, entre guillemets, les ont en quelque sorte dépolitisés, les ont mis hors de portée des citoyens. Les lois de la science, la loi de la pesanteur ne se vote pas au Parlement. Les principes, les règles scientifiques ne sont pas, par nature, dans le champ politique. Et faire de l'économie politique une science, avec comme temple le soi-disant prix Nobel d'économie, qui est un faux prix Nobel, bien sûr, qui est un prix décerné par la Banque de Suède, est une gigantesque manœuvre de désinformation de la population. Et il est probable que nous ne pourrons pas récupérer la création monétaire, c'est-à-dire, en fait, la souveraineté politique, sans un travail d'éducation populaire. C'est ce que nous nous proposons de faire. Pourquoi est-ce que la souveraineté politique dépend de la souveraineté monétaire? Eh bien parce que c'est assez simple à comprendre. Si une population, en instituant les organes de sa souveraineté politique, oublie l'aspect monétaire de ces institutions, et si elle continue à dépendre de ceux qui vont accepter de financer les décisions ou refuser, eh bien en fait, c'est pas le peuple qui sera souverain, c'est celui qui décide de financer ou pas. Celui qui peut décider, oui, ça on le finance, mais ça on le finance pas, c'est lui le souverain. Donc ça va ensemble. La souveraineté politique et la souveraineté monétaire sont indissociables. Et il me semble que la souveraineté monétaire, c'est-à-dire le droit de décider en matière de monnaie, n'est pas négociable. On ne peut pas dire on va en prendre un peu et puis on va laisser aux banquiers une partie. Non, non. Je pense que les populations du monde, et pas seulement la France, se sont fait voler progressivement le pouvoir de gérer ce fluide essentiel pour l'activité économique, qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'un projet de bien commun est envisagé, on se voit rétorquer l'objection qui est toujours la même, mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux, comment allez-vous financer les mesures que vous proposez? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut améliorer la politique, à chaque fois qu'on veut prendre de bonnes décisions et servir le bien commun, on prétend que l'argent est rare pour le faire. Or, il n'y a rien de plus simple que de créer de l'argent. Et on le voit aujourd'hui. Si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais. Il faut changer de lunettes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que pour sauver les banquiers, on crée instantanément des milliers de milliards. Alors que les quelques milliards ou quelques dizaines de milliards dont nous aurions besoin pour rétablir l'emploi et la justice sociale, là, on les trouve jamais. Et en fait, il y a une volonté politique de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de ne pas régler, de ne pas financer les projets de bien commun. Tout ça va ensemble. Il me semble que, Montesquieu, vous savez, avait pensé, théorisé 3 pouvoirs pour définir la souveraineté politique. L'exécutif, le gouvernement, les forces armées, la maîtrise des forces armées, la police, la justice, l'armée, et donc l'exécutif, le législatif, le pouvoir de faire les lois, et le judiciaire. En fait, il manque à ces pouvoirs, ces 3 pouvoirs qui sont très classiquement enseignés aux étudiants de droit, il manque le pouvoir médiatique et il manque le pouvoir monétaire. Et je pense que le pouvoir monétaire devrait être le premier, parce que c'est lui qui rend tout le reste possible ou impossible. Tout se joue là, en fait. Ça ne suffira pas. Bien sûr, le pouvoir monétaire ne suffira pas, mais vous ne ferez rien si vous ne vous réappropriez pas le savoir monétaire et l'exigence de souveraineté monétaire.
Bon, je peux pas reprendre tout ce qu'on a dit sur le dossier de la souveraineté monétaire, mais par exemple, sur les enjeux, la dette, quand on travaille sur la dette, on s'aperçoit que de tout temps, la dette est un outil de domination. Le créancier domine le débiteur, alors que le souverain monétaire, par construction, ne peut pas être endetté. Le souverain monétaire, c'est lui qui produit la monnaie, il peut pas être endetté. Un État peut pas être un État digne de ce nom, pas un État qui a été sabordé par les politiciens. Mais un État digne de ce nom peut pas être en faillite, évidemment, puisque c'est normalement lui qui devrait créer la monnaie. En fait, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, le peuple qui s'assemble pour devenir un peuple, en fait, la multitude qui s'assemble pour devenir un peuple, une population qui devient constituante, que ce soit au niveau local, pour une commune, ou au niveau national, devrait penser la souveraineté monétaire de façon à doter sa puissance publique, la puissance publique qu'elle est en train d'instituer, la doter du moyen, de la certitude de pouvoir financer ses décisions. Ça va avec le processus constituant. Un bon processus constituant ne va pas oublier la création monétaire. Donc, le souverain ne peut pas être endetté. Et celui qui peut financer ou pas financer, c'est celui qui sera en fait le vrai souverain. Alors, dans le dossier sur la souveraineté, on fait l'histoire des souverains, l'histoire de la souveraineté monétaire, l'histoire de la recherche de la souveraineté monétaire, l'histoire des différents souverains monétaires. En fait, c'est la même que l'histoire de la recherche du pouvoir. D'abord, ça a été les chefs de guerre, qui sont devenus, après les chefs de guerre victorieux, qui sont devenus ensuite des rois, des empereurs, et qui ont imposé la monnaie, imposé leur monnaie pour rançonner les sociétés qu'ils venaient de battre, de vaincre, et qui ont donné des pièces à leurs soldats en disant obtenez des paysans les richesses que vous convoitez pour vous nourrir, en leur donnant en échange ces pièces, et ces pièces leur serviront à payer l'impôt. Sous peine de prison ou de mort, il faudra payer l'impôt avec ces pièces. Et c'est comme ça au départ. Ce sont des chefs de guerre qui ont imposé leur monnaie comme outil de domination. Et puis ensuite, ce sont les banquiers qui ont progressivement essayé et réussi à créer la monnaie en même temps que les États au début. Et puis aujourd'hui, c'est fou, ils en sont à avoir exclu les États de la création monétaire, c'est-à-dire qu'ils ont pris toute la place progressivement. Il suffit de prendre l'exemple de la Banque de France, puis l'exemple de la Fed, puis l'exemple de l'Union européenne, avec la Banque centrale qui est totalement indépendante. L'histoire des banquiers et de la capture finalement de la création monétaire par des personnes privées, qui sont des personnes comme vous et moi, sauf que eux ont compris l'enjeu de la création monétaire. Cette histoire-là donc passe par eux. Et puis aujourd'hui, il y a les plus puissants, vous savez, les multinationales, les grands industriels qui essayent, à travers les libertariens, de créer eux-mêmes leur monnaie. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est comme les renards libres dans le poulailler libre. Ils voudraient que n'importe qui puisse créer la monnaie. Ils savent bien que c'est eux qui vont avoir les aptitudes pour imposer la monnaie qui marchera le mieux. Et finalement, quand vous regardez l'histoire de la recherche de la souveraineté monétaire, les peuples conscients de cette histoire, conscients de cette évolution, seraient bien avisés, il me semble, de voir que la suite logique, s'ils veulent s'émanciper, si les peuples veulent s'émanciper, la suite, c'est qu'ils devraient, eux, devenir des souverains monétaires, mais d'abord en comprenant de quoi il est question. Donc en fait, il faut d'abord que nous apprenions entre nous. Il ne faut pas attendre de l'État, il ne faut pas attendre des députés, des parlementaires, il ne faut pas attendre des pouvoirs en place qui fassent notre éducation en la matière. Ils en seraient bien incapables et ils n'en auraient pas la volonté. C'est vraiment un travail d'éducation populaire. C'est à nous de nous former entre nous sur qu'est-ce que c'est que la monnaie, qu'est-ce que c'est que la souveraineté monétaire, quel est l'enjeu, qu'est-ce que va permettre à notre collectivité politique le fait de enfin pouvoir financer librement, souverainement nos décisions politiques. C'est le fait que nous soyons de plus en plus nombreux à avoir compris cet enjeu et les méthodes, ne plus avoir peur de ce savoir, comme si c'était un savoir inaccessible, il nous faudrait des mois, des années pour comprendre. Pas du tout, pas du tout. Les banquiers et les maîtres de la monnaie actuelle ont
compliquer le sujet pour fabriquer un nuage d'encre qui nous rend inaccessible ce sujet, en le compliquant de toutes sortes de manières, avec des mathématiques et alors que l'essentiel est assez simple.